lumière de l'aube des temps, énergie mélangée à la matière. Tout devait être un extraordinaire bouillon lumineux, affirment les astronomes. Ce n'est qu'après 300 000 ans de vie de l'univers que la lumière s'est distinguée de la matière. Chère lumière, de très anciens textes te donnent la première place. Ainsi dans la Bible, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il vit que la lumière était bonne, et sépara la lumière des ténèbres. Il fit aussi deux luminaires, le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Une fois la nuit tombée, et si en plus la lune a disparu, l'homme est vraiment plongé dans le noir. Situation délicate. J'ai peur. Lumière, que puis-je faire de toi? Je peux peut-être t'apprivoiser un peu? Oui, m'accompagner d'un feu. Lumière, protège-moi. L'homme des cavernes fait du feu et le transporte. Au Moyen-Âge, on me promène plus facilement. Le mot bougie vient du nom d'une ville actuellement sur la côte algérienne, d'où se faisait à cette époque le commerce de cire et de bougies. On utilise aussi cette question la lampe à huile. Lumière, qui es-tu? Les choses qu'on aime et dont on a besoin, comme les êtres qu'on aime et qui nous font du bien, on veut mieux les connaître. Laissons la parole à Platon, ce philosophe de la Grèce antique. Les dieux ont fait que de nos yeux s'écoule un feu. Lorsque la lumière qu'il y a le jour rencontre ce feu qui sort de nos yeux, il se forme un tout homogène qui transmet à notre âme tout ce avec quoi il entre en contact. Pour Platon, la lumière n'existe que par l'œil. Sans œil, point de lumière. C'est selon lui ce merveilleux organe qui envoie des rayons qu'il appelle le feu de l'intérieur. Un autre philosophe, Héron d'Alexandrie, pensait également que tout provenait de l'œil, qu'il envoyait ses rayons sur toutes les choses qu'il voyait. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne pense que de nos yeux sortent des rayons. Et pourtant cet homme de l'Antiquité, Héron d'Alexandrie, qui pensait de la sorte, était loin d'être stupide. Il avait même inventé une sorte de machine à vapeur, une véritable prouesse technique. Un autre philosophe et mathématicien bien connu de l'Antiquité, Euclide, s'appuyait aussi sur cette idée de rayons lumineux envoyés par nos yeux pour expliquer certains faits. Un petit objet proche et un grand objet éloigné, s'ils sont vus sous le même angle, nous apparaissent d'égale grandeur. Ainsi en va-t-il de ces caractères sur ce mur. Les caractères d'en haut sont plus grands que les caractères d'en bas, mais vus de l'observateur situé en bas, ils apparaissent d'égale grandeur, tout simplement parce qu'ils sont vus sous le même angle. Mais notre œil peut parfois nous tromper. Ainsi, nous aurions tendance à penser que ce ballon est un petit objet proche et l'avion un grand objet éloigné. Mais vous voyez, l'avion devait être un jouet. Notre œil peut avoir du mal à évaluer des distances. À l'époque antique, on en était resté à ces idées. Mais au XIe siècle, en Orient, une époque où la science était là-bas très florissante, un certain Al-Hassan s'intéressa au sujet et eut un nouveau point de vue. Le calife, qui désirait mieux contrôler les crues du Nil, l'avait envoyé à la recherche de ces sources. L'expédition était vraiment très compliquée et malheureusement, Al-Hassan échoua. Mais, laissons-lui la parole, le voici justement qui revient de son périple. Le calife va me tuer, j'en suis sûr, je vais être condamné à mort.
Je n'ai pas trouvé la source du Nil. La nature était partout. C'était impraticable. Je suis fichu. À moins que... Non, non, j'ai une idée. Je vais me faire passer pour fou. Ainsi, tout au plus, il m'enfermera. Calife, vénérable calife, j'ai vu du soleil, beaucoup de soleil, 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 et le Nil s'est perdu, perdu. Mais il est devenu complètement fou. Enfermez-le à la citadelle. C'est là qu'il demande des livres et du matériel pour ses expériences. Assigné à résidence, il en profita pour beaucoup réfléchir et rédigea de nombreux ouvrages. Il comprit en particulier que la lumière ne venait pas de l'œil, mais venait vers l'œil. Je suis persuadé que de nos yeux ne sortent aucun rayon. Si tel était le cas, nous pourrions tout regarder en face, y compris le soleil, par exemple. Non, non. Je m'en vais rédiger un livre que je vais intituler Kitab el-Munazir, c'est-à-dire le livre de la vision. Premier point, la lumière provient toujours d'une source, comme du soleil, par exemple. Second point, la lumière que nous voyons, les objets que nous voyons, ne font que renvoyer une partie de cette lumière qu'ils reçoivent. Et c'est cette partie renvoyée par les objets à laquelle notre œil est sensible qui nous donne cette merveilleuse impression de voir. Quant aux objets que nous voyons, la lumière qu'ils nous renvoient dépend largement de la manière dont ils sont éclairés. Ainsi, la mer peut parfois nous paraître bleue, parfois verte. Dans certaines langues, il existe un seul mot qui désigne à la fois le bleu et le vert d'ailleurs, comme en breton où le mot glace désigne à la fois le bleu et le vert, ou en kabyle où le mot azexao désigne également le mot bleu et le mot vert. Disons que la frontière entre les couleurs n'est pas forcément facile à définir. En 1625, un prêtre allemand, Scheiner, qui avait beaucoup étudié l'optique, surtout pour l'astronomie, s'intéressa plus particulièrement à l'œil. Et voici ce qu'il découvrit en disséquant un œil de bœuf. Mais c'est incroyable! Au fond de cet œil de bœuf, je vois l'image de mon salon en miniature et inversée. L'œil est décidément un merveilleux organe. Quelques années plus tard, un savant français, le fameux Descartes, en 1641, écrivit un livre qu'il intitula Dioptrique, dans lequel il précisait de manière un peu meilleure le rôle de chaque organe essentiel de l'œil. Ainsi, il expliquait que l'iris ou la pupille est l'ouverture qui laisse rentrer plus ou moins de lumière, le cristallin, la lentille qui permet à l'image de se former au fond de l'œil, et la rétine est l'écran sur lequel l'image se forme au fond de l'œil, cet écran étant sensible à la lumière et transmettant des informations que notre cerveau interprète. L'œil finit par vieillir, et certaines personnes n'y voient rapidement plus grand-chose. N'y aurait-il pas de solution? Nous voici dans l'atelier d'un souffleur de verre au Moyen-Âge. Mais c'est incroyable! À travers ce verre courbé, je vois tout beaucoup plus nettement. Que puis-je donc faire de toi? Eh bien, on pourrait inventer des petits instruments de verre légèrement courbés qui permettraient de rectifier notre vue. On appellerait ça en France des lunettes. Que puis-je donc faire de toi? Eh bien, une lunette astronomique. Tout à coup, le nombre d'étoiles visibles est grandement multiplié, car l'œil est sensible à la lumière, certes, mais il n'est pas capable de détecter n'importe quel objet lumineux. Lorsque l'intensité est trop faible, notre œil ne le verra pas. Mais avec la lunette astronomique, tout est changé. Heureux l'homme qui a la tête plongée dans les étoiles, que nul autre que lui ne voit. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des
me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La lumière est bienfaisante, mais parfois elle peut devenir accablante. Lorsqu'elle est partout, alors il faut chercher à s'en protéger et à trouver de l'ombre. Tiens, à propos d'ombre, mais c'est la mienne qui se dessine derrière moi. C'est ma silhouette. Savez-vous que le mot silhouette vient du nom d'un homme, Monsieur Silhouette, qui était contrôleur des finances de Louis XV. Oh, cet homme, il avait entrepris de nombreuses réformes, mais comme souvent en France, aucune n'avait vu le jour. On n'en avait vu que le contour. Alors, pour se moquer de lui, eh bien, on donna ce mot silhouette, ce nom silhouette, à des objets, des petits objets de papier qui dessinaient le contour de personnages. Et maintenant, le mot silhouette est rentré dans notre vocabulaire. L'ombre n'est-elle pas aussi nécessaire pour réaliser et souligner toute la beauté, la douceur, la délicatesse de la lumière, comme dans ce tableau de Georges de la Tour? Que puis-je donc faire de toi? Oui, que peut-on donc faire de toi, de cette ombre qui se déplace au cours de la journée? Eh bien, on pourrait créer des instruments qui nous donneraient l'heure du jour. Des cadrans solaires, bien sûr. Mais l'ombre de cette pyramide ne pourrait-elle pas aussi nous informer? Eh bien moi, Monsieur Thalès, j'ai réalisé qu'à cette heure précise, l'ombre de mon bâton est exactement de la taille du bâton lui-même. Ainsi, si je mesure la taille de l'ombre de la pyramide, je pourrais en déduire la hauteur de la pyramide. N'est-ce pas là la force de la science, d'obtenir des informations sur des objets auxquels on ne peut accéder? Allez donc faire le tour d'un atome ou bien d'une étoile. Bon. L'ombre est parfois réparatrice lorsqu'on a reçu trop de soleil. Mais le soleil, il faut aussi parfois le laisser rentrer. Sinon, que deviendraient nos maisons plongées dans la pénombre? L'homme a donc inventé la fenêtre. Les Romains avaient déjà dans leur plus belle villa des fenêtres en verre. Mais au Moyen-Âge, en France, la plupart des habitants se contentaient de fenêtres de papier. Mais comment faisait-il pour laisser passer de la lumière à travers des fenêtres de papier? Eh bien, figurez-vous qu'il huilait ses fenêtres et qu'ainsi, la lumière passait beaucoup mieux. Mais qui es-tu? Une chose est sûre, on voit bien tes rayons lorsque tu rentres par une fenêtre dans une pièce poussiéreuse. Oui, car il faut de la poussière, de la matière, pour pouvoir voir ton trajet. Sinon, toi, lumière, tu es un voyageur discret, un voyageur clandestin. Par contre, s'il y a un peu de matière sur ton trajet, alors nous pouvons te voir beaucoup mieux. Une partie de la lumière nous est renvoyée. Tes rayons sont bien droits. Je comprends pourquoi on parle d'optique géométrique. Une seule chose est possible, que tes rayons changent de direction lorsque tu passes d'une matière à une autre. Lorsque tu passes de l'air au verre, ou du verre à l'eau, par exemple. C'est vrai. L'optique géométrique est basée sur cette constatation. Les rayons lumineux sont bien droits. Ils peuvent éventuellement changer de direction lorsqu'ils passent d'une matière à une autre. C'est tout. Mais qui es-tu vraiment? Es-tu partout instantanément ou bien te propages-tu avec une vitesse très rapide? Eh bien moi, Galilée, moi qui ai inventé la lunette astronomique, moi qui ai observé les planètes, eh bien, je pense que la lumière a une vitesse. Cette vitesse doit être très rapide, mais je suis convaincu que la lumière a une vitesse. Contrairement aux Français Descartes, qui pensent que la lumière est partout instantanément. Je me propose donc, avec mon associé, de mesurer la vitesse de la lumière.
Mon associé ira sur cette colline là-bas. Quant à moi, j'irai sur l'autre colline. Lorsque je découvrirai ma lampe et qu'il verra la mienne, il découvrira à son tour sa lampe et je mesurerai le temps que la lumière aura mis pour faire l'aller et retour. Allez, je découvre ma lampe, il découvre la sienne. Disons-le, l'expérience de Galilée fut un échec. Il l'avait faite plusieurs fois et n'avait jamais obtenu le même résultat. En fait, il ne tenait pas compte du temps qu'il fallait à chacun pour avoir le réflexe de découvrir sa lampe. C'était un temps qu'il était impossible d'évaluer précisément. Galilée eut l'intelligence de comprendre que son expérience n'avait rien donné. C'est cela aussi la science. Savoir déterminer si on peut se fier ou non au résultat d'une expérience. Au XVIIe siècle, plusieurs savants étaient convaincus que la lumière avait une vitesse, bien qu'on ne l'ait pas mesurée. À cette époque, on pensait généralement qu'elle se propageait dans quelque chose qui était partout et qu'on appelait l'éther. Si je comprends bien, au XVIIe siècle, on ne sait toujours pas si la lumière a une vitesse ou bien si elle est partout instantanément. Et on est bien incapable de dire quelle pourrait être cette vitesse. Vous savez, dans une énigme policière, c'est parfois un petit détail qui semble n'avoir aucun rapport avec l'affaire elle-même qui finit par permettre de résoudre l'énigme. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé au XVIIe siècle. Un astronome danois du nom de Romer examinait avec attention la planète Jupiter et un de ses satellites, le satellite Io. Il avait remarqué que Io mettait 42h30 pour faire le tour de Jupiter. Mais quel rapport avec la vitesse de la lumière? Eh bien, entre le moment où Io disparaît de notre vue, pour un observateur situé sur la Terre, naturellement, et le moment où Io réapparaît, il s'écoule environ 2 heures. Mais lorsque Jupiter est vraiment très éloigné de la Terre, eh bien, ce temps peut aller jusqu'à 2h15. Romer s'était étonné de cela, mais ne comprenait pas d'où ce décalage provenait. Ce sont d'autres savants, quelques années après, qui comprirent que ce décalage était certainement dû au fait que la lumière mettait plus de temps à venir lorsque Jupiter était plus éloigné de la Terre. Ainsi, par un astucieux calcul, ils estimèrent pour la première fois que la vitesse de la lumière devait être environ 215 000 km par seconde. C'était la première fois qu'on estimait la vitesse de la lumière. Nous voici maintenant au XIXe siècle. Encore 2 collines. Mais cette fois-ci, je suis quelqu'un d'autre. Je suis Hippolyte Fizeau, physicien français. Je me propose de mesurer la vitesse de la lumière avec encore beaucoup plus de précision. Et je m'inspire un peu de l'idée de Galilée. Je vais faire un aller-retour à la lumière entre 2 collines. 2 collines toutes proches de Paris. Le Mont Valérien à Suresnes et la butte Montmartre à Paris. J'utilise cette roue dentée. Je vais faire passer un rayon de lumière sur le bord de ma roue qui ira de Suresnes jusqu'à la butte Montmartre. Et à la butte Montmartre, j'aurai un dispositif de miroir qui permettra à mon rayon de lumière de revenir exactement au même endroit. Pour une certaine vitesse de rotation de ma roue, 12,5 tours par seconde, eh bien, le rayon incident ne revient pas derrière ma roue. Tout simplement parce que le temps qu'il a mis pour faire l'aller et retour coïncide avec le temps que ma roue a mis pour se décaler d'une dent. J'en déduis par un calcul que la vitesse de la lumière doit être environ 310 000 km par seconde. Mais n'y a-t-il pas une anomalie dans cette illustration? La Tour Eiffel et Montmartre, le Sacré-Cœur, n'étaient pas là en 1841.
la lumière réserve encore quelques surprises. Je suis Newton et je suis convaincu que la lumière est faite de particules. D'ailleurs, j'arrive à les dissocier en faisant passer un rayon de lumière dans un prisme de verre. Il ressort en différentes couleurs. Il y a des particules rouges, jaunes, bleues, violettes. Je suis Huygens. Je ne pense pas comme Newton. Je pense que la lumière est plutôt une vague qui crée d'autres vagues, qui elle-même encore crée d'autres vagues. Quant à moi, Fresnel, qui vient quelque temps après ces deux savants, Newton et Huygens, je pense également que la lumière est une sorte de vague, une onde. Et j'élabore toute une théorie à propos de la propagation de cette onde. Je vais même présenter ma théorie à un concours organisé par l'Académie des sciences. Bravo, monsieur Fresnel, votre théorie est très belle et très élaborée. C'est un travail très fouillé. Mais dites-moi, cela voudrait dire, si elle s'avère exacte, que derrière un tout petit objet, l'ombre créée par un tout petit objet contiendrait en son centre une tache de lumière? Cela paraît très surprenant. Quoi qu'il en soit, votre travail est tellement fouillé que nous vous décernons le prix. Bravo, monsieur Fresnel. Monsieur Poisson, que vous venez d'entendre, et qui présidait ce jury, vérifia, à son grand étonnement, que si l'on fait un petit trou dans une plaque pour laisser passer un rayon de lumière venant de l'extérieur, puis que l'on place ensuite un objet minuscule sur le trajet du rayon, eh bien l'ombre créée par l'objet possède en son centre une petite zone lumineuse. C'est étonnant. Là où on croirait qu'il doit y avoir de l'ombre, il peut y avoir de la lumière. Et il se trouve même qu'on peut même avoir l'inverse. C'est-à-dire que là où on penserait qu'il doit forcément y avoir de la lumière, il peut y avoir de l'ombre. C'est ce qui peut se passer lorsque de la lumière provient de deux endroits différents. Un peu comme deux vagues qui arriveraient au même endroit, l'une étant à son sommet, quand l'autre est en creux. Les deux vagues s'annulent, et à cet endroit-là où elles se rencontrent, il n'y a plus de vagues du tout. Mais est-ce que cela voudrait dire que si j'allume deux lumières dans mon salon, eh bien, il peut se mettre à faire noir? Ce n'est pas si simple. Pour que deux sources lumineuses créent à elles seules du noir, il faut que ces deux sources aient un lien entre elles, pour que justement ce soit bien des vagues opposées qui arrivent ensemble à chaque instant. Le mieux, c'est que ces sources proviennent d'une même source qui s'est divisée en deux. Lorsque la réunion de deux ondes produit ce résultat surprenant, on dit que ces ondes interfèrent. Je ne sais pas vous, mais moi, ce qui m'impressionne avec les savants, les scientifiques, c'est qu'ils creusent. Je suis Ørsted, savant danois. J'ai remarqué que si je mettais une boussole près d'un courant électrique, tout à coup, ma boussole était complètement déviée. Étonnant. Il y aurait donc un lien entre la force électrique et la force magnétique. Je creuse. Je suis Faraday, savant anglais. Je m'intéresse également au lien qu'il y a entre le magnétisme et l'électricité. J'ai même réussi à fabriquer un moteur électrique. Je creuse. Je suis Ampère. Ce que je cherche, c'est à trouver des lois mathématiques qui permettraient de calculer la force magnétique quand on connaît le courant électrique. Je creuse. Quant à moi, je suis Jung, un mathématicien anglais, mais j'excelle dans des tas de choses. Je maîtrise l'hébreu, le grec, je monte à cheval, je produis des théorèmes mathématiques. En ce qui concerne la lumière, j'ai découvert des choses intrigantes. Je creuse.
Quant à moi, je suis Maxwell et j'essaye de mettre tout cela en équation. Au début, j'avais 14 équations. Et puis, je me suis rendu compte que 4 équations suffisaient. Mes équations prédisent l'existence d'une onde associée aux oscillations du champ électrique et du champ magnétique. Voici mes équations. Ces équations de Maxwell suffisent à décrire la propagation des ondes électromagnétiques. Pas besoin d'une de plus. Par contre, il n'en faudrait pas une de moins. Lorsque je les vois, je pense à cette phrase de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. La beauté d'une chose ne tient pas tant au fait qu'il n'y a plus rien à lui ajouter, mais plutôt au fait qu'on ne peut plus rien lui retrancher. Donc, cette onde qui est solution de mes équations devrait donc se propager à une vitesse qui serait la suivante. Cette vitesse serait 1 sur racine de epsilon 0 mu 0, epsilon 0 étant la permittivité du vide et mu 0 la constante magnétique, ce qui ferait donc une vitesse d'environ 300 000 km par seconde. Mais c'est la vitesse de la lumière. C'est la vitesse de la lumière. La lumière serait donc une onde électromagnétique prédite par mes équations. La galerie de l'électromagnétisme et celle de l'optique de la lumière se sont rejointes. La lumière est une onde électromagnétique. Je suis le professeur Hertz. Maxwell est mort depuis quelque temps, a constaté que la lumière était une onde électromagnétique, mais moi, j'ai réussi à créer un dispositif qui émet des ondes électromagnétiques et qui permet de les recevoir, de les détecter. Des ondes électromagnétiques, cette fois que l'on ne peut pas voir. Monsieur le professeur Hertz, ces ondes électromagnétiques auront-elles une application? Mon garçon, bien sûr que non, nous faisons de la science. Ce cher professeur Hertz se trompait lourdement. Il ne se doutait pas qu'on allait apprivoiser ces ondes pour leur faire transporter des messages puis du son. Lui qui s'était passionné pour la question « Qui es-tu, onde électromagnétique ?» ne savait pas que d'autres allaient se révéler brillants et passionnés par une autre question. Que peut-on faire de toi, onde électromagnétique ? On donna aux ondes produites par les émetteurs radio le nom d'onde hertzienne en hommage au professeur Hertz. Eh bien, je crois qu'on commence à en connaître un rayon là. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à connaître sur la lumière. Non, il y a encore des choses très étonnantes. Et là, il faut attendre le XXe siècle pour comprendre que les atomes peuvent émettre de la lumière par leurs électrons qui se désexcitent. Parce qu'un électron, ça peut être excité. Ah. Le plus important, c'est qu'en se calmant ainsi, leur énergie baisse non pas de n'importe quelle valeur, mais toujours d'un multiple d'une valeur précise. Cette énergie se transforme en lumière, comme si c'était des grains de lumière qui avaient été émis. Ces grains de base, on les a appelés les Lichtquant, et puis les photons, de petits grains ultra légers qui ne pèseraient même rien du tout. C'est vrai que la lumière, on se doute que ça ne doit pas peser grand-chose. D'ailleurs, le mot light en anglais, qui signifie lumière, signifie également léger. Allez, regardons un électron, ou bien plutôt ce petit cercle qui tourne autour d'un noyau et qui modélise un électron, voyons-le se désexciter et émettre un photon. Un photon est donc un petit grain de lumière. Quelle est étonnante cette lumière.
Parfois, on la considère comme une particule, un photon, une particule qui ne pèse rien du tout, et parfois comme une onde, une vague. Et le plus étonnant de tout cela, c'est que si on met en place une expérience pour essayer de mettre en évidence le fait qu'elle est une onde, eh bien, on en déduit qu'elle ne peut pas être que cela, qu'elle est forcément une particule. Et si l'on met en place une expérience pour mettre en évidence que ça doit être une particule, eh bien, on en déduit qu'elle ne peut pas être que cela non plus. Elle doit être une onde. Décidément, la lumière se moque parfois un peu de nous. Tiens, comme lui derrière moi. Mais c'est Albert Einstein. Figurez-vous qu'Albert Einstein était justement préoccupé par une propriété étonnante de la lumière. Je vais vous expliquer. Si je suis dans un train qui roule à 100 km/h et que dans ce train, je vais dans le sens du train et je marche à 5 km/h dans le train, eh bien, pour un observateur situé au sol, je passe devant lui à 105 km/h. Les vitesses s'additionnent. Eh bien, lorsqu'il s'agit de lumière, il n'en est plus ainsi. Si par exemple j'ai une bougie, non pas dans un train, mais même dans un vaisseau spatial, eh bien, que je mesure la vitesse de la lumière qui vient de cette bougie, si je suis dans le vaisseau spatial, je mesurerai une vitesse de 300 000 km par seconde. Et si cette lumière provenant toujours de cette même bougie, je la mesure de la Terre, eh bien, je mesurerai exactement la même vitesse de 300 000 km par seconde. À partir de cette constatation, Einstein élabora toute une théorie qu'il appela la théorie de la relativité. C'était en fait, dans un premier temps, la théorie de la relativité restreinte. Et dans cette théorie, figurez-vous qu'il en conclut que l'espace et le temps ne sont plus indépendants l'un de l'autre, comme nous pourrions le penser. Un truc de fou, mais que les expériences permettent de constater. Des expériences avec des horloges extrêmement précises, par exemple. La lumière est donc bien capricieuse, mais elle est très belle, et l'homme a pu en partie l'apprivoiser. Ainsi, on a pu créer des dispositifs optiques, nous l'avons vu, des lunettes astronomiques, l'appareil photo bien sûr, les jumelles, mais également les rayons laser par exemple, la lumière laser que l'on trouve nulle part ailleurs dans l'univers. Ce n'est qu'une création humaine, la lumière laser. Elle est utilisée dans plein de dispositifs, dans des dispositifs médicaux par exemple, ou bien dans nos lecteurs de CD, de DVD, dans les lieux de loisirs bien sûr. On a pu la dompter également dans de somptueux feux d'artifice. On utilise également la lumière pour lui faire transporter une multitude de données. Grâce à cela, les réseaux informatiques comme le réseau Internet fonctionnent et nous permettent d'accéder à un nombre colossal de données en très peu de temps. Terminons ce spectacle par une expérience qui a été réalisée en 1841 par M. Colladon devant l'Académie des sciences. Mesdames, Messieurs de l'Académie, je vous remercie de votre attention.